Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones et là c'est assez tendu de faire cette review. J'étais assez stressée de la faire parce que je sais que quoi que je dise, forcément ça va déchaîner les passions, voilà, il y a forcément des gens qui vont être pour ou contre ce que je dis. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un message très important à vous faire passer. Comme vous le savez peut-être, je suis nommée au BGF Award dans la catégorie Review Ciné, c'est-à-dire Review Ciné-Série. Voilà, il reste moins d'une semaine, c'est-à-dire que le 19 mai, les votes s'arrêtent. Et j'ai encore besoin de vous jusqu'au bout parce que voilà, ça va vraiment pas être facile. Et si vous aimez mes reviews, si vous aimez mon travail, ça me ferait très plaisir que vous votiez pour moi. Mais également pour mes collègues, ça me ferait très plaisir si vous pouviez voter pour nous. Voilà, c'est mon petit message. Voilà, maintenant on passe à la review. Voilà ce que j'ai pensé de l'épisode. J'ai été déçue, voilà, franchement, je m'attendais pas à être déçue, j'ai peut-être trop fait confiance au showrunner jusqu'ici, même si effectivement je vous ai dit qu'il y avait quand même pas mal de moments dans cette saison 8 où j'étais frustrée. Et bien pour le coup, j'aurais préféré m'ennuyer pendant quelques épisodes plutôt que d'être frustrée. Maintenant je me rends compte que quand je suis en train de me plaindre parce qu'il y a des épisodes chiants dans certaines séries, bah finalement je préfère ça que d'être frustrée à la fin, parce que cette saison va beaucoup trop vite, je l'avais déjà remarqué par rapport à l'épisode 3. Alors déjà, première chose, est-ce que je trouve que Daenerys en Mad Queen c'est une mauvaise idée? Pas du tout, j'adore l'idée. Franchement, c'était une très très bonne idée. Je pense que c'était peut-être la meilleure idée qu'il pouvait y avoir. Quand je faisais les reviews pour la saison 7, je vous avais dit que pour moi, ça semblait trop gros qu'elle soit une Mad Queen parce que tout pointait dans le sens où elle allait devenir une Mad Queen. Pour moi, c'était trop gros. Je me suis dit, mais ils arrêtent pas de faire des allusions à ça, ils arrêtent pas de nous montrer qu'elle va vers ce chemin-là. Du coup, ça semble trop gros, du coup, ça va pas arriver. Et il se trouve que c'est Game of Thrones, et Game of Thrones, ça joue vraiment avec nos nerfs, ça joue vraiment avec nos théories, avec nos appréhensions, etc. Et pour le coup, bah c'était tellement trop gros qu'ils l'ont fait. J'ai été surprise parce que j'avais même encore cette saison, je me suis dit, là encore c'est trop bizarre, et ils nous montrent une Mad Queen en face de nous, bah, qui va bientôt arriver là. Et pour moi, bah, elle allait mourir avant de l'être, ou du moins elle allait commencer à l'être et mourir aussitôt, et en fait, ça va certainement être le cas, mais du coup elle aurait quand même le temps de faire un certain nombre de dégâts quand même. Ce que j'aime bien avec Game of Thrones, c'est qu'ils arrivent toujours à souffler le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'un coup ça va être une Mad Queen, enfin du moins ça va être, on a les balbutiements de la Mad Queen, et après ça va être quelqu'un d'extrêmement humain, etc. etc. C'est comme tout au long de la série, bah effectivement elle a délivré des esclaves, mais à côté elle avait tué les maîtres des esclaves et tout ça, et c'était quand même assez démesuré comme décision. Enfin il y a tout un tas de choses qu'elle a fait, voilà, des réactions démesurées, des choses assez cruelles, notamment par rapport aux Tarly qu'elle pouvait très bien emprisonner, je le maintiens, elle aurait pu très bien les emprisonner plutôt que de les brûler directement. Là, il y a tout un tas de décisions qui ont été comme ça, mais à côté, elle fait des choses très bien. Par exemple, elle va aller aider Jon, va risquer même la vie d'un de ses dragons, enfin plusieurs fois, etc. Donc on se dit que c'est à côté de tout ce qu'elle peut faire de cruel et peut-être de bête, et des décisions qui sont un peu trop impulsives. À côté, on avait un équilibre parce que ça restait quand même quelqu'un qui montrait qu'elle faisait des choses bien et qui était une bonne personne. Et donc du coup, on avait toujours ça tout au long de la série, cette espèce d'aller-retour entre les choses bien et les choses mal, et du coup, bah, on avait quand même l'impression qu'elle faisait plus de choses bien que de choses mal, mais au final, c'est quand même le mal qui va triompher. J'adore l'idée que ce soit des personnages gentils, que ce soit des bons personnages qui aient mené le plus gros méchant de cette série, là où il est, c'est-à-dire au sommet. Et je trouve juste l'idée exceptionnelle qu'on a suivi cette personne qui potentiellement était notre... pour moi c'était pas le cas parce que c'était pas forcément le personnage que je préférais. Il y a tout un tas de personnes qui se sont reconnues chez ce personnage, qui ont eu des espoirs pour lui, qui espéraient vraiment qu'il ait trop de faire et qu'il réussisse tout ce qu'il veut faire. Et là pour le coup on a tout un tas de bons personnages qui ont emmené ce personnage qui finalement s'avère être mauvais. Alors l'explication de Varys dans cet épisode... que ça arrive que maintenant, je trouve ça un peu... Enfin, on le comprend plus ou moins dans la série, mais le coup de oui, bah en fait, quand un Targaryen naît, on a une chance sur deux, en gros, qu'il soit mauvais. Bon, enfin, je veux dire, on aurait pu peut-être nous le dire un peu avant, et en même temps, ça aurait été un peu spoilé, je sais pas trop quoi penser par rapport à ça, mais de toute façon, le fait que le père de Daenerys soit le Mad King, ça impliquait la possibilité qu'elle puisse, elle aussi, hériter un petit peu de cette folie. Donc j'adore le fait que ce soit Daenerys le boss final, voilà, ce personnage qui était un peu notre héroïne, qu'on aimait beaucoup, tout, enfin bon voilà, moi je disais c'est un personnage que j'appréciais plus ou moins, ça dépendait vraiment des saisons en fait, c'est vraiment, il y avait des fois il y avait vraiment un vrai amour pour ce personnage, et puis des fois c'était des amours, voilà, Daenerys et moi c'est une relation passionnelle, j'ai envie de dire. Et pour le coup, j'aime le fait que ce soit le boss final, que quand on a vu tout un tas de menaces dans cette série, de personnages cruels, les Ramsay, les Cersei, les Joffrey, etc. C'est-à-dire que ce personnage qu'on a aimé, qu'on a encouragé, tout ça dans la série, est finalement peut-être le pire de toute cette série. Voilà, au final, ce que j'aime bien, c'est qu'on va pouvoir comparer, tout dépend avec qui on compare les personnages. Cersei, forcément, si on compare à Jon Snow, c'est un monstre, etc. Si on compare à Daenerys,
c'est très compliqué. Et en fait, c'est tout ça qu'on comprend en fait dans cet épisode, c'est que finalement, si on compare voilà, par rapport à tel ou tel personnage, voilà, tout change en fait. Notre vision de la série, notre vision de l'univers Game of Thrones change complètement en fonction de à qui on compare les personnages. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Maintenant, il y a tout un tas de choses qui me dérangent, notamment par exemple chez Daenerys, c'est le fait que, ok, elle brûle la ville et tout ça, machin, il n'y a pas de souci. Franchement, alors le truc de la bataille qui se fait très rapidement, la victoire facile et tout, j'ai eu beaucoup de mal, ça se voit dans la réaction. En fait, j'attends des choses qui n'arrivent pas parce que trop de teasing, trop d'attentes. Alors effectivement, on est un peu tous fautifs parce que on fait tous des théories, que je parle en tant que youtubeur, mais aussi tous les autres fans de la série, ceux sur Reddit, sur les réseaux sociaux, etc. On a tous théorisé, ce qui fait que forcément ils sont obligés de passer entre les théories. Voilà, ce serait dommage que ce qui arrive dans la série soit quelque chose qu'on ait déjà réussi à théoriser avant, sauf que la Mad Queen, à partir du moment où on a eu les premiers signes de Mad Queen, tout le monde a théorisé que Daenerys serait la Mad Queen, sauf qu'au final, comme je disais, ils ont soufflé le chaud et le froid, ce qui fait que ça nous a un petit peu mis sur des fausses pistes. Ça nous a d'ailleurs mis trop sur des fausses pistes par rapport à certains personnages. D'ailleurs, je reviendrai sur Jaime un peu plus tard. J'ai vraiment pas apprécié ce qui s'est passé avec Jaime dans cet épisode. Il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est le fait que, ok, Daenerys brûle la ville, etc., mais avant de brûler la ville, elle va passer au-dessus des habitants, elle va s'arrêter, et en fait après elle va réfléchir, il y a un moment donné où ça va briller dans sa tête et tout, et après elle va brûler la ville. En fait, c'est juste ce petit moment d'arrêt là que je trouve pas du tout crédible, dans le sens où, ok, Mad Queen, etc., je veux bien, mais être fou, ça veut pas dire non plus être irrationnel ou quoi que ce soit. Pour moi, quelqu'un de fou, son comportement répond à sa propre logique. C'est-à-dire que c'est pas la logique de tout le monde, mais pour moi, si elle devait brûler la ville, elle aurait dû le faire dans la lancée, ok, elle tue les soldats, et tout de suite après, voilà, il se passe certaines choses et tout ça, on fait des focus sur d'autres personnages, et elle brûle ensuite la ville, et il n'y a pas de temps d'arrêt. Parce que pour le coup, elle s'arrête, il y a les cloches qui sonnent, et puis elle brûle la ville. Et c'est là où moi j'ai un gros problème par rapport à ça, parce que pour moi, il aurait fallu un déclic, il aurait fallu qu'il se passe quelque chose. Alors je comprends ce qui a amené, grosso modo, Daenerys à arriver jusque-là, le fait qu'elle ait perdu autant de personnes, le fait qu'elle ait toute sa vie espéré ce fameux trône qui peut lui échapper, le fait que les gens ne l'aiment pas à Westeros, tout un tas de déceptions, de tristesse, de souffrance, etc., qui finalement se condensent en une folie pure, qui est finalement héritée de son père. Ça je comprends, je le conçois totalement. Néanmoins, pour moi, elle devait brûler les soldats et ensuite directement elle va brûler la ville et tout ça. Et là, pour moi, ça avait du sens. Que là, qu'elle s'arrête, les cloches sonnent et on sait pas pourquoi. Il se passe un truc dans sa tête, mais on sait pas quoi parce qu'on n'est pas dans sa tête et qu'on n'a pas de. En termes de narration, par exemple, on n'a pas la voix du personnage ou quoi que ce soit, on n'a pas de vision de ce qu'elle pense ou quoi que ce soit. Donc, du coup, pour moi, j'ai un problème avec ça, c'est ce petit quart de seconde qui fait que je sais pas en fait à ce moment-là quel est le déclic qui fait que en fait j'ai envie de savoir à quoi elle a pensé à ce moment-là pour le faire en fait. Même si comme je viens de dire, je comprends ce qu'il a amené à là, mais pour moi le fait qu'elle passe à l'acte, il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait quelque chose, et c'est ça qui m'a manqué en fait en termes de réalisme. Alors je dis réalisme, on est bien dans une série avec des dragons, des morts vivants, etc. Mais je parle en termes de développement de personnages, de comportement et tout ça, je trouve que ça a toujours été subtil, et là il m'a manqué en fait cette subtilité par rapport à Daenerys, par rapport à justement son déclenchement de folie, de sa cruauté comme ça. Il m'a manqué ça. Je trouve que la saison a été vraiment rushée, je l'ai senti déjà depuis l'épisode 3, comme je disais. L'épisode 3, ça a vraiment été le déclencheur pour moi, je me suis dit, ça va trop vite, j'avais déjà des appréhensions avant. Effectivement, on a 2 épisodes qui sont quand même très calmes en début de saison. Au début, ça me posait pas de problème, parce que comme je disais, je faisais vraiment confiance au showrunner, et maintenant, à partir de l'épisode 3, j'ai fait oulala. Là, ça sent pas bon, et maintenant, avec le recul, j'aurais préféré peut-être avoir tout condensé sur un épisode, puis avoir d'autres choses, mais pour le coup, je vais rester sur ce que j'ai dit, c'est au moins 10 épisodes cette saison, ça aurait été le strict minimum, et encore pour moi, vu cet épisode 5, je me demande si même une saison supplémentaire de 6 épisodes serait pas été nécessaire, parce que du coup, il y a tout un tas de choses qui sont pas amenées déjà dans la saison 7. Alors la saison 7 en soi, qu'elle soit courte, ça me posait pas tant de problèmes, mais par exemple, il y avait déjà des petits trucs qui me posaient problème, par exemple, la relation entre Jon et Daenerys, directement ils étaient ensemble et tout ça, alors qu'on les a vus assez peu parler, c'était un peu forcé, ça allait un petit peu trop vite, il y a pas mal de choses comme ça dans les développements de certains personnages qui me posaient problème, mais alors là, dans cette saison, c'est juste un truc de dingue, je veux dire, il manque tout un tas de fragments de développement de personnages en fait. C'est ça qui me pose problème, c'est qu'on arrive à des choses, mais en fait on va avoir 7 saisons comme ça de cheminement, de développement de personnages, et à saison 8 en fait, ça y est, on doit arriver à l'évidence, les personnages sont comme ci, comme ça, et pourtant pour moi il manque une partie, pourquoi, il manque le petit déclencheur, il manque quelque chose en fait, il manque clairement quelque chose à cette saison, et ça pour quasiment tous les personnages. Et il y a même des personnages qui ont été énormément mis de côté, par exemple Davos,
À quoi il sert à Davos pourtant qu'on a quand même pas mal vu. Quel est son rôle dans cette fin de saison? J'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il va vraiment servir quelque chose dans le dernier épisode? Pourquoi on le voit si peu? Ouais, des personnages qui ont été mis de côté, je comprends pas trop. Jon, alors je veux bien qu'il soit assez passif, un petit peu lâche. Enfin, un petit peu lâche, en même temps il est hyper loyal envers sa reine, mais ouais, il y a ce côté effacé, tout ça. Je peux comprendre que du coup on veut jouer sur le fait de c'est pas vraiment le héros de Game of Thrones, etc. Mais ça reste quand même l'héritier légitime au trône de fer, donc ça reste quand même pas n'importe quel personnage, et il est vachement en retrait. C'est plus ou moins fait exprès, mais je trouve que pareil, c'est hyper maladroit. Et puis après, il y a des traitements de personnages qui, je trouve, n'ont aucun sens, c'est-à-dire Jaime. Alors Jaime, je sais, l'épisode dernier, j'étais persuadée qu'il partait pour tuer Cersei, quelque chose comme ça, parce que, notamment, le truc qui m'avait confirmé ça, pour le coup, c'était le fait que Bronn lui apprenne que Cersei voulait le tuer, et que ça avait l'air de rien lui faire, que ça étonnait pas, que ça lui faisait rien de spécial. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, il est vraiment amoureux de Brienne, et effectivement, après, dans le making-of de l'épisode, donc on a Benioff qui nous dit qu'il aime effectivement Brienne, hein, qui lui porte vraiment d'intérêt, tout ça, qu'il y tient quand même énormément, qu'il l'aime, hein, on parle d'amour, on parle pas de c'est sa pote, mais qu'il a une addiction envers Cersei. Effectivement, mais ça reste quand même donc de l'amour pour Brienne, mais du coup, Brienne, on la zappe complètement de l'équation dans cet épisode, même pas une pensée pour elle, même pas ne serait-ce que dans le dialogue entre Tyrion et Jaime, même pas on en parle, enfin, il y a même Tyrion, parce que je comprends pas en fait, Tyrion le félicite d'être heureux avec Brienne dans l'épisode d'avant, et puis dans l'épisode d'après, il trouve normal qu'il retourne avec Cersei, enfin je veux dire, à la limite je veux bien qu'il ait compris la logique du personnage, mais je veux dire, enfin, vu que c'est son frère, normal, mais même pas ils en parlent, même pas ils se disent mais pourquoi t'as quitté ton bonheur et tout, enfin, je sais pas, enfin il y a tout un tas de choses comme ça, le fait qu'en plus Jaime avait décidé de rester dans le Nord, enfin il a décidé de lui-même, ouais, il avait vraiment décidé de tourner la page et bah non, finalement, le dialogue qu'il avait avec Brienne et que je prenais moi pour de la méchanceté exprès pour ne pas lui faire de la peine, finalement, c'était vraiment, bah, je ressemble à Cersei, donc je vais retrouver Cersei, on est liés, enfin voilà, on a un lien très fort, donc je suis retournée la voir. Donc tout l'arc de rédemption, etc., dans ces cas-là, à la limite, fallait même pas faire de romance avec Brienne parce que, enfin, ils auraient pu juste rester avec une relation un peu ambiguë et tout ça. Pour le coup, finalement, j'aurais préféré parce que j'étais contente qu'ils se mettent ensemble, mais si c'est pour final faire ça, j'aurais préféré que ça reste quelque chose d'assez pur, d'assez, ouais, qui reste dans notre imaginaire, mais pas que ça se concrétise parce que du coup, pour faire ça, ouais, j'ai quand même beaucoup de mal. Surtout que ça se conclut pas par quelque chose que je voulais, c'est-à-dire qu'il tue Cersei, ça n'arrivera pas, il meurt, bon voilà, on en reparlera, mais je suis déçue de la mort. Visuellement, c'est satisfaisant. Maintenant, dans le scénario, je suis pas très fan. Je suis même pas du tout fan, on va dire. Après, le combat avec Yuan, enfin, je vais reparler, mais ouais, par exemple, Yuan, pareil, un personnage, quel a été vraiment, dans la série, je parle bien, l'intérêt de faire venir ce personnage. Je veux dire, enfin, c'est pas genre juste le personnage qui sert à ceci, cela, c'est qu'à un moment donné, on a quand même quelques focus sur lui, enfin, voilà, il tue son frère, etc., machin, enfin, il y a l'histoire de récupérer les îles de fer et tout ça, enfin, je veux dire, en dehors même de spécialement Cersei, on s'intéresse quand même un minimum à lui. Donc, quel a été l'intérêt d'introduire ce personnage pour qu'au final, sa flotte, elle se fasse exploser en 2 minutes, qu'après, il y a un combat avec Jaime, il meurt. Enfin, je veux dire, même tout ce qui a été par rapport à cette histoire de bébé, etc., même ça, je trouve que ça n'a même pas été assez exploité, mais même justement, Yuan qui aurait dû comprendre, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, que l'enfant de Cersei n'était pas le sien, parce que Tyrion en a parlé, et que Tyrion n'est pas censé être au courant, c'est-à-dire qu'il est au courant depuis longtemps, donc que ce n'est pas son enfant. Je veux dire, tous ces genres de choses-là, donc ça crée en fait des incohérences, que ce soit en termes de développement de personnages, en termes de scénario, parce que ça va trop vite, il y a des trucs que vous devez expliquer, vous devez les expliquer aux personnages, vous devez les expliquer aux téléspectateurs, et il y a plein de choses qui manquent, et effectivement, Yuan, à quoi il a servi? On sait pas, enfin tout ça pour ça, à croire que même s'ils ont prévu de faire 2 saisons courtes à la fin de Game of Thrones, j'ai l'impression qu'ils savaient pas forcément où ils allaient, quoi, enfin qu'au bout d'un moment, bah il faut clore les gars, donc on fait ceci, cela, mais que c'était pas prévu d'être comme ça. J'aime bien cette idée de chaos, j'adorais les plans séquences et tout, les plans séquences à Caria, ça me faisait penser aux plans séquences de l'épisode 4 de la saison 7 avec Bronn, ça m'a fait penser dans l'épisode 3 de la saison 8 avec Jon et tout ça, j'aime beaucoup leurs plans séquences, de toute façon visuellement, il y avait vraiment rien à dire, bon à part il y avait des petits moments, genre je sais plus, une espèce de tour qui tombe, mais voilà, j'ai pas trouvé ça dingue, bon il y a quelques moments, c'est pas non plus, voilà, on sent les petites limites du CGI, mais visuellement c'est juste extraordinaire, et de toute façon je sais que visuellement, je serai jamais déçu par Game of Thrones. Je pensais que jusqu'ici, niveau scénario non plus, mais visuellement c'est sûr que je sais que dans tous les cas l'épisode il va juste être dingue, que je vais en prendre plein les mirettes, et je vais juste dire waouh. Parce qu'on va pas se mentir, les seules raisons pour lesquelles je démonte pas l'épisode, c'est parce que bah déjà j'adore l'idée de Daenerys en boss final, visuellement j'ai trouvé ça dingue, et les performances des acteurs, mais après pour le reste, ouais, j'ai pas apprécié. Et c'était très beau à voir, et j'aime bien par contre aussi la construction d'épisodes pour certains trucs, alors scénaristiquement ouais, je suis pas fan, mais il y a des petits détails comme ça qui sont mis, par exemple des dialogues qui font écho à des dialogues
des premiers épisodes, des petits détails comme ça, et effectivement, en voyant, bon, c'est vrai qu'il y a quand même le contexte, hein, je fais une vidéo réaction, donc forcément, je peux pas voir certains détails et tout ça, mais force est de constater qu'au deuxième visionnage, je m'aperçois de petits détails qui sont quand même vraiment cool, et notamment visuellement, je trouve que le chaos est extrêmement bien retranscrit, parce qu'on a vraiment tout ce qu'on a d'une vision apocalyptique, c'est-à-dire les flammes, alors le monstre, j'allais dire le monstre, c'est un petit peu, c'est le dragon, c'est clairement une créature. Là, dans ce cas-là, c'est un monstre. On a les cendres, enfin, que les gens brûlent. On a les morts calcinés, les gens qui souffrent, enfin, on a tout ce qui s'écroule. Je trouve que ça symbolise vraiment tous les jeux politiques et tout qui ont été faits dans cette série, c'est-à-dire que tout s'écroule. C'est l'épisode où tout s'écroule, c'est-à-dire autant pour les personnages, mais autant même pour nous téléspectateurs, c'est-à-dire toutes nos théories s'écroulent, tous nos espoirs s'écroulent, tout ce qu'on pensait s'écroule totalement, on est complètement à côté de la plaque. Et dans tout ce chaos, parce qu'on a quand même une vision globale de King's Landing en train de brûler, parce qu'en plus, non seulement on a le feu des dragons, mais en plus on a le feu grégeois, et c'est là où justement je suis surprise, c'est que je m'attendais vraiment à une riposte de Cersei avec du feu grégeois, et effectivement il y a du feu grégeois sous toute la ville. Donc je m'attendais que effectivement ça fasse exploser toute la ville avec du feu grégeois et tout, ça aurait été un truc de dingue, et je me disais même, elle préférait même peut-être faire exploser toute la ville plutôt que quelqu'un vienne s'asseoir sur le trône de fer, mais en fait non, c'était pas du tout dans l'idée, parce que finalement l'intérêt c'était quand même de montrer que, bah oui, Cersei c'était le gros monstre et tout de cette série, mais à côté de Daenerys c'est rien du tout. Du coup, ce qui fait que j'avais espéré une riposte, je me disais mais c'est trop facile. Alors la flotte c'est fini, les balistes c'est fini, voilà, les remparts, machin, les soldats et tout c'est fini, voilà, la compagnie dorée, je m'attendais à un gros combat entre Harry et Jon. Bah non, mais en fait ça a été tout un tas de choses comme ça. J'espérais des choses qui ne sont pas arrivées, du coup ça m'a frustrée, et en même temps c'est aussi normal. En fait c'est compliqué parce qu'il y a des choses que je comprends totalement, et ça, voilà, c'est en contradiction avec ce que j'espérais. C'est assez compliqué en fait. On nous a vraiment teasé le côté incroyable de cet épisode, que je m'imaginais vraiment une bataille. Je m'imaginais de la résistance du côté de Cersei. Cette résistance, je l'ai jamais vue. C'est un peu le côté génie vraiment de cet épisode, et en même temps ce qui me frustre, parce que on attend une riposte, on attend qu'il se passe quelque chose parce que c'est trop facile, mais en fait ça viendra toujours de Daenerys, donc ça va être toujours trop facile pour elle. Et de l'autre côté, Cersei qui, au fur et à mesure, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'au fur et à mesure des coupes, on comprend qu'elle se décompose de plus en plus. Au début elle est dans le déni, mais non, de toute façon on a la flotte déferlée, on a la compagnie dorée, on a nos soldats, enfin voilà, on voit qu'au plus ça va, plus elle est dans le déni, et pour en final se rendre compte qu'une fois qu'elle voit la ville brûler, elle n'a pas d'autre constat de se faire que de toute façon c'est mort, c'est fini en fait. Et j'adore, et puis justement, on la sent désemparée, c'est une des rares fois quand même, on la sent quand même en position de faiblesse, et ça contrebalance justement avec le côté puissant de Daenerys. Daenerys est de plus en plus puissante quand Cersei est de plus en plus désemparée. Ce chaos est effectivement à grande échelle, mais on voit des petits détails, par exemple les chevaux qui sont expulsés par le souffle de dragon, les corps calcinés. En plus de tout le chaos avec Drogon, il y a aussi des soldats à l'intérieur, et notamment, chose qui montre que c'est vraiment le chaos, et ça porte bien son nom, même les Nordiens font des choses horribles, quoi. Enfin, on a ce moment où on a Jon et Vergris qui sont tous les deux des personnes qui supportent Daenerys à la base, et chacun a le choix de est-ce qu'ils vont perpétuer le massacre ou est-ce qu'ils vont justement se retirer. Jon va faire le choix de se retirer, mais il y a plus grand monde qui va l'écouter parce qu'il y a l'effervescence de la bataille, etc. et tout le monde est dedans. Et Vergris qui lui va y aller à fond parce que aussi par rapport à Missandei, mais aussi par rapport à Daenerys. Et on se rend compte dans ce chaos que même les Nordiens vont faire des choses qui sont horribles, et Jon va avoir à tuer des gens qui font partie de son peuple, quoi. Ça va tellement loin dans tout ça, mais il y a des choses, voilà, des gens qui se font égorger et tout ça. Et du coup, comme c'est un peu mal amené, des fois j'avais l'impression de violence un peu gratuite. Je veux dire, on était sur une surenchère du spectaculaire, et du coup il y a un moment donné où j'ai fait ouais, c'est quand même à la limite en termes de cruauté. Enfin, je veux dire, déjà c'est de voir des innocents brûler, voilà, c'est déjà assez chaud, les enfants qui meurent, etc., c'est hyper chaud, mais après voir les gens égorger tout, enfin voilà, j'étais vraiment arrivée à ma limite. Stop, enfin voilà, le Caliban qui se fait éclater le crâne et tout ça dans le même épisode. Voilà, pourtant je suis pas impressionnable, mais à un moment donné je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine d'aller aussi loin en termes de violence? Enfin, je veux dire, je pense que j'avais déjà compris l'idée globale. Alors Arya passe à côté d'une nana, voilà, on a le sang qui éclabousse comme ça, qui sort du cou, enfin je veux dire... Alors niveau détail c'est excellent, mais du coup c'était surenchère, quoi, c'était ça, plus ça, plus ça, plus ça, à un moment donné... À un moment donné, voilà, je suis arrivée vraiment à ma limite. La limite n'a pas été dépassée, mais il fallait pas plus, quoi. C'était vraiment stop. Ce que je trouve assez ironique, c'est que dans la saison 1, Ned ne voulait absolument pas tuer Daenerys, tout comme Tyrion ne le voulait pas, tout comme Jon, voilà, pour lui c'était clairement impensable. C'est assez
c'est assez marrant de se dire que tout un tas de personnages l'ont protégée. Jorah finalement a fini par la protéger aussi. Enfin, tous les bons personnages ont amené à ce que ce personnage très très cruel arrive au sommet. S'il y avait eu Missandei, s'il y avait eu Jorah, peut-être Barristan Stanley, etc., ça serait pas arrivé parce qu'ils auraient peut-être pu calmer ses ardeurs, contrairement à ce que Tyrion peut faire, parce que Tyrion, il a clairement attisé la méfiance de Daenerys à son égard. Jon, elle en est jalouse, donc il y a plus grand monde qui peut faire quoi que ce soit. Varys aussi, elle s'en méfiait beaucoup. Mis à part Missandei et Jorah, il y avait plus trop de catalyseurs à ses côtés. Ce que j'aime bien, c'est que Daenerys fait un peu penser aussi à Joffrey, dans le sens où il y a une scène qui m'a particulièrement marquée quand j'ai vu l'épisode. Je me suis souvenu de la scène où Joffrey se fait, je sais plus, on lui envoie, je sais plus si c'est des cailloux ou si on lui envoie de la merde sur la figure, je sais plus. Enfin, en gros, le peuple l'insulte et tout ça, et il dit à tous ses gardes, tuez-les tous, tuez-les tous, tuez-les tous, et puis Tyrion, en gros, qui est en train de dire, bah oui, mais enfin, c'est n'importe quoi. En gros, il essaye de faire fuir tout le monde pour qu'elle puisse être en sécurité, Sansa, etc. Et du coup, ça m'a fait penser à Daenerys. Daenerys qui, pareil, se sent mal aimée, ne se sent pas du tout aimée, et veut donc brûler tout le monde puisqu'on peut pas l'aimer. Elle préfère donc se faire craindre, mais se faire craindre, s'il n'y a plus personne qui peut la craindre, c'est quand même un peu compliqué. D'ailleurs, justement, par rapport à cette thématique de être aimé ou être craint, dont elle va parler justement à Jon, c'est quelque chose qui s'est tiré du Prince de Machiavel, et c'est quelque chose qui a été déjà exploité dans d'autres séries, d'autres œuvres, et notamment, j'en parlais il y a pas si longtemps dans Vikings. C'est une notion que je trouve super intéressante et qui est toujours associée à des potentiels tyrans. Voilà, quelle est la limite qui va faire qu'un leader va devenir un tyran ou non? C'est sa capacité à équilibrer le fait de, bah oui, il faut se faire aimer, mais en même temps, il faut se faire respecter, donc se faire respecter un peu par la crainte. Bah, si les gens ont peur, forcément, on est plutôt en sécurité, mais il faut pas non plus être trop craint, parce que là, on crée la haine, et donc on peut se faire renverser, etc. Donc être leader, c'est trouver l'équilibre entre les deux, et c'est une thématique qui revient très très souvent, et que je trouve très intéressante. Et là, pour le coup, on pouvait se douter que, effectivement, le désamour du peuple de Westeros envers Daenerys finirait par effectivement causer la haine chez Daenerys. Alors niveau performance des acteurs, franchement ils ont tous été dingues. Ce que j'ai vraiment envie de retenir, ça va en termes de performance, forcément Cersei, voilà, elle va vraiment beaucoup me manquer. Juste meilleure performance de cet épisode, de toute la série, enfin, vraiment un personnage juste incroyable qui va beaucoup me manquer. Varys, très très bon personnage, et performance même qui reste même digne dans la mort et tout, j'aime bien, il arrive à être émouvant, à être convaincant, à être effrayant. Effrayant, il nous fait peur parce qu'il sent les choses mieux que nous. Peter Dinklage, forcément, Tyrion qui est toujours extraordinaire, et qui pour moi représente beaucoup le téléspectateur, c'est-à-dire qu'il fait vraiment écho à tout ce que je peux me poser comme question quand je regarde un épisode, à toutes mes réactions et tout ça. Je trouve que c'est assez intéressant par rapport à ça. Puis forcément Daenerys, Emilia Clarke, juste dingue, ce moment là où je vais revenir, où quand son regard devient celui de la Mad Queen, il m'a donné des frissons, et juste incroyable. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que je me suis dit, mais Daenerys, comment on va l'appeler maintenant? Killer of people, burner of children, creator of chaos. Je vais revenir sur certaines séquences de l'épisode en l'occurrence, et une qui m'intéresse beaucoup en premier lieu, c'est par rapport à Varys qui écrit des lettres. Alors à qui écrit-il des lettres? Je pense que de toute façon il envoie ça aux grandes maisons de Westeros, mais d'autant plus que dans l'épisode précédent, il parle par exemple du Prince de Dorne, il parle de Yara aux îles de Fer, etc. Donc il a l'air d'être très très en contact. Ça a l'air d'être un peu lui, le ministre des Affaires étrangères. C'était un petit peu son rôle, c'était lui qui était chargé de trouver des alliés et tout, on l'a bien vu. Et donc c'est lui qui est en contact direct avec les princes, les lords, etc. de différentes maisons, et donc je pense qu'il a eu le temps d'envoyer des messages avant. Je pense qu'il aurait pu aussi en envoyer à la citadelle, ce qui pourrait être intéressant par la suite, et notamment à la fin peut-être du dernier épisode. Les maîtres sont un peu ceux qui valident quand même officiellement les choses, donc je pense que ça pourrait être pas mal. Donc Sam pourrait donc savoir que maintenant tout le monde est au courant de ça, parce que lui en a connaissance, mais il devait garder le secret jusqu'ici, donc maintenant il va pouvoir, il sait que tout le monde le sait, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. De toute façon je pense qu'on reverra Sam, mais Sam ne reverra pas Jon a priori d'après ce qu'avait dit l'acteur. Par contre, après, on peut se demander comment va circuler l'information du fait que Daenerys ait cramé tout King's Landing. Je pense que de toute façon, le premier à le savoir, c'est Bran. Parce que souvenez-vous, il a déjà eu cette vision du dragon qui passait à King's Landing. Donc pour moi, ce qui signifie qu'il va être au courant, il va le voir directement ce qui s'est passé. D'ailleurs, il avait aussi la même vision que Daenerys par rapport au trône de fer sous les cendres. Alors, on avait l'impression que c'était de la neige, mais il semblerait que ce soit plutôt des cendres. Donc, qui dit Bran le sait, dit il va le dire à Sansa, et Sansa va devoir intervenir, ce
qui pour moi va se terminer par un épisode qui va être Sansa contre Daenerys. C'est quelque chose que j'adorerais voir et qui, quand on reprend les signes qui montraient que Daenerys allait devenir une Mad Queen, si on reprend les signes que Sansa peut être la nouvelle antagoniste de Daenerys, je pense que vraiment on arrive à ça, c'est-à-dire à un duel entre Sansa et Daenerys, c'est-à-dire Sansa qui arrivera avec peut-être tout un tas d'hommes, qui pourra aussi faire bouger les autres maisons, donc forcément il va peut-être se passer quand même quelques temps, pendant lesquels Jon, etc. vont devoir se cacher. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer pour Tyrion, je pense que de toute façon elle va vouloir le faire exécuter pour trahison par rapport à Jaime, mais je pense que tout amène à un Sansa contre Daenerys, Sansa qui arrive pour sauver tout le monde entre guillemets à la fin, comme elle l'a fait avec la bataille des bâtards. Je pense que c'est une espèce de prémisse à ce qui allait se passer par la suite. Ok, c'était une petite échelle, mais là on va être à une grande échelle, c'est elle qui va pouvoir peut-être rallier les maisons pour se battre contre ce tyran. Surtout que Daenerys en veut à Sansa, donc c'est possible qu'elle essaye de se venger, je pense que ça peut être un duel qui est très intéressant, et Sansa qui a mieux compris que la plupart des gens que Daenerys était un futur tyran, qu'elle n'était pas une bonne reine. Enfin, on se dit que Sansa, elle a eu tout bon sur ce coup-là, elle a pris avec les meilleurs. J'aime bien en fait ce côté. Effectivement, Cersei est hors jeu, et du coup c'est Sansa qui prend la relève, une version meilleure que Cersei contre Daenerys. J'aime beaucoup l'idée pour le coup. Donc Varys va se faire cramer. Alors ce que j'ai pas trop compris, c'est est-ce qu'on nous a expliqué à quel moment Tyrion savait que Varys avait trahi? Alors moi justement c'est quelque chose qui m'a interpellée, c'est que Daenerys a dit oui quelqu'un m'a trahi, et Tyrion répond oui Varys. Il dit pas il va vous trahir, donc ça veut dire qu'il l'a su pour le poison ou qu'il a su pour les lettres envoyées, je ne sais pas en tout cas. Est-ce qu'on nous explique si effectivement il a bien vu qu'il avait trahi par rapport au poison? Est-ce qu'il a vu qu'il avait trahi par rapport aux lettres? Ou est-ce qu'il a juste déduit qu'il allait de toute façon trahir parce que ils en ont parlé avant? J'ai un peu de mal avec m'a trahi. Voilà, ça avait dit va trahir, j'aurais compris, m'a trahi. Bon voilà, ça a été un peu flou pour moi. Petit truc un peu bizarre aussi, c'est la discussion entre Jaime et Tyrion. Jaime qui dit oui, de toute façon j'en ai rien à faire des innocents, etc. Enfin, j'en ai jamais eu trop quelque chose à faire. Bon, on se rappelle quand même que Jaime a fait un régicide pour sauver la population, donc à quel moment il s'en fiche, je comprends pas trop. Pareil pour Jon, je veux dire Jon qui... Alors c'est un moment qui est extrêmement intéressant dans cet épisode et que j'ai noté seulement au deuxième visionnage, c'est que Tyrion va demander à Daenerys qu'une fois que la cloche soit sonnée, elle arrête d'attaquer, voilà, c'est fini, tout le monde se rend, merci. Daenerys ne lui répond pas. Quelques minutes plus tard, Tyrion va redemander à Jon, oui, retire tes hommes, s'il te plaît, une fois que la cloche sera sonnée. Et pour moi, ça sonnait comme un test à ce moment-là, parce que justement, en plus, Daenerys l'a menacé avant en disant c'est la dernière fois que vous me décevez, etc. Et pour moi, c'était un peu un test, se dire, mais il commence à se demander si effectivement, ça serait pas mieux de se ranger du côté de Jon. Et le problème, c'est que Jon ne répond pas parce que Jon est loyal envers sa reine, etc. Je pense que de toute façon, Jon avait l'intention de le faire, de retirer ses hommes, et c'est exactement ce qu'il va faire. Il veut absolument pas attaquer, il veut battre la retraite. Mais j'ai bien aimé justement qu'il repose la même question à Jon pour voir s'il aura une réponse différente, si effectivement il serait un meilleur roi que Daenerys, et là pour le coup il répond pas. Du coup je pense que sur le moment Tyrion ça le descend un peu, mais voilà, on se dit qu'à ce moment-là Tyrion il a changé de côté. Et effectivement on est peut-être dans une bataille qui va être la plus grosse bataille en termes politiques de Westeros à ce moment-là, mais tout le monde tire la tronche vraiment de fou quoi, enfin c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la fois où tout le monde arrivait, l'épisode précédent, tout le monde arrivait tous ou rien et tout ça, là tout le monde fait la tronche. Et ils font pas la tronche parce qu'il y a la bataille ou quoi que ce soit. Ils font la tronche parce qu'ils savent pas ce que Daenerys va faire. C'est-à-dire qu'elle est tellement prévisible, ils sont inquiets en fait. Je vois que des personnages inquiets, c'est-à-dire Davos, Jon et Tyrion, ils sont pas du tout sûrs que tout va se passer correctement. Donc Daenerys fait un carnage et on comprend vite qu'une fois que toutes les balistes sont explosées, comment on fait en fait si vraiment elle décide de tout brûler, de faire n'importe quoi? Parce que quand même à ce moment-là dans l'épisode, on se pose quand même la question de si elle va pas tout faire brûler. Genre, on se pose quand même la question, on est surpris parce qu'on se dit ah ouais elle va quand même le faire, mais on se pose la question de si elle va le faire. On se pose la question déjà depuis un bon petit moment déjà, enfin même depuis plusieurs saisons. On se dit quand elle arrive avec King's Landing, faut pas qu'elle brûle tout. Et là encore dans cet épisode encore plus, on se pose la question, elle donne pas trop de réponses, donc est-ce qu'elle va tuer des innocents ou pas? On se pose la question et quand elle le fait c'est ah ouais elle va quand même le faire. Donc on s'y attend mais on n'y croit pas en même temps, c'est ça qui est assez dingue. Et une fois que les balistes sont explosées, toutes les balistes, c'est-à-dire le seul moyen qu'on connaisse d'arrêter Drogon, en fait elle est en roue libre, il n'y a plus personne pour l'arrêter. Une fois qu'elle est sur Drogon et qu'elle est en l'air, je veux dire, qui va faire quelque chose s'il n'y a plus de balistes, s'il n'y a plus les scorpions sont tous éclatés? Il n'y a plus rien à faire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit, voilà, si elle veut faire un peu n'importe quoi, c'est assez mal barré là. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans cette balance entre Cersei et Daenerys en termes de cruauté, les méchants, ceux qui étaient chiants dans toute la série, l'armée des Lannister, l'armée de Joffrey, de Cersei, etc. Maintenant,
finalement ce sont eux les gentils. Et Jon se rend compte que finalement il se retrouve dans le camp des mauvais, c'est tout ce qu'il voulait pas, lui il a toujours voulu sauver les gens, voilà, quand on se rappelle des épisodes de Hard Home, etc., enfin même combat contre les marcheurs blancs, enfin tout ça, tout ce qu'il a toujours fait, ça a été de sauver les vivants, les gardes de nuit, etc., enfin tout ça c'est à la base, c'est la base de son personnage, son but c'est de sauver les vivants, c'est de sauver les gens, et donc là il se retrouve du côté de ceux qui massacrent les gens, et c'est ça que j'aime bien, c'est le renversement voilà, on se retrouve de l'autre côté, je trouve ça hyper intéressant, l'idée générale, je l'adore. Maintenant, la pratique, ça passe pas quoi. À part visuellement, voilà, ça passe vraiment pas. Mais du coup, j'aime bien que l'armée finalement devienne ceux qui vont sauver les gens. C'est-à-dire qu'on se retrouve à ce moment-là où effectivement ils ont pas envie de se battre. On se dit mais les gars, il y a un dragon, il y a là les gens encore derrière. Je veux dire, votre compagnie dorée, elle a fait 2 minutes. C'était des figurants carrément dans la série. Rendez-vous quoi. Déjà quand ils se rendent, on fait c'est trop gros. Je veux dire, déjà c'est fini. Et effectivement, le moment où Daenerys va pour tout cramer, je me suis dit mais oui, mais maintenant ils ont une raison de se battre. Et la raison de se battre, ça va être de sauver les habitants de King's Landing. Et donc on se retrouve dans une inversion des rôles où Jon se retrouve du côté des méchants, mais malgré lui, c'est toujours quelqu'un de bien, mais malgré lui, voilà. Et finalement, ceux qui s'avéraient être les méchants à la base vont être ceux qui vont vouloir sauver le peuple, se battre pour sauver les gens. C'est vraiment quelque chose de dingue. On va parler du combat useless de cet épisode, c'est Jaime et Euron. Alors Euron, comme par hasard, c'est le seul pélo qui arrive à s'en sortir des Fernets, qui arrive comme par hasard à l'endroit où Jaime est, voilà, pour rentrer dans le château. J'ai fait, mais enfin, même je veux dire réaction, mais c'est trop gros, je veux dire, comme par hasard, c'est le seul pélo qui survit, et il arrive à l'endroit où est Jaime, et il va y avoir un combat que je n'avais absolument pas envie de voir. Alors, en termes d'intérêt, un combat Jaime-Euron, c'est vraiment un intérêt zéro, quoi. Enfin, franchement, je m'en foutais, j'avais vraiment pas... Enfin, je veux dire, Euron, il a tellement pas été exploité que la dernière chose que j'avais envie, c'est ce genre de confrontation. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de confrontations que j'ai envie de voir, mais Jaime-Euron, enfin, c'est useless, je veux dire, c'est un non-événement total. Genre, ce personnage, on l'a vu un petit peu par-ci, on s'est un petit peu intéressé à lui, d'accord, à un certain moment, mais là, dernièrement, dans cette saison 8, il a été inexistant. Ils vont se battre tout simplement parce qu'il y a cette rivalité par rapport à Cersei, d'accord. Ouais, ok. Quand Euron parle de oui, j'ai couché avec la reine, etc., ça parle pas du bébé, enfin, alors que c'était le moment que Jaime lui dise que finalement c'est pas son enfant, enfin, tout ça, enfin, pourquoi c'était pas là, le combat il est pas plus que ça, c'était franchement inintéressant tout ça pour qu'au final Jaime soit blessé gravement, mortellement, mais qu'il puisse quand même bouger. Je veux dire, le mec, de chaque côté, il prend un coup de dague, mais le mec, il arrive à marcher, enfin, ça va plutôt bien. Alors, ok, il y a l'ironie du fait que Euron dise oui, c'est moi qui aurais tué le régicide, etc. Et puis au final, bon, Jaime mourra d'autre chose, mais quel est l'intérêt là-dedans? Je veux dire, Euron aurait pu se poser sur le bateau, c'était très bien aussi. Enfin, je veux dire, vu ce qu'ils ont fait du personnage, il aurait pu mourir sur le bateau, c'était pas un problème. Mais du coup, ce combat, il sert à rien du tout. Ça m'a juste, voilà, c'était un moment totalement inutile. Autre combat de cet épisode, le Clegane Ball. Le Clegane Ball, alors juste avant, le moment avec le limier et Arya, c'est le seul moment vraiment qui m'a beaucoup ému, qui m'a ému aux larmes parce que c'était peut-être mon duo préféré, je pense que c'était mon duo préféré, très honnêtement. J'adorais ce duo. La chose qui me déçoit, c'est que je pensais que pour boucler la boucle, Arya aurait justement terminé le limier qui aurait été mortellement blessé pour finir un cycle, etc. Peut-être était-ce trop prévisible. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que son dernier acte avant de mourir et de faire le Clegane Ball, c'est de sauver Arya. Arya qui est tellement dans une quête de vengeance par rapport à son père, etc., qui a toujours quand même sa liste, il faut quand même le rappeler, qui va lui éviter la mort en lui faisant comprendre qu'il faut pas qu'elle devienne comme lui, c'est-à-dire que la vengeance le consume au point qu'il va mourir, parce qu'il sait très bien à ce moment-là qu'il va mourir. Et il lui fait comprendre qu'elle a encore la vie devant elle, et que de toute façon ça l'a pas rendu heureux de courir après la vengeance toute sa vie, et que c'est exactement ce qui va le faire mourir, et il ne veut pas ça pour elle, donc il y a vraiment ce rôle protecteur d'un père. Du coup c'est très touchant, on se dit que ce sont les derniers moments où on les voit tous les deux. Et Clegane Ball, je me suis dit avec tous les décors qui peuvent s'écrouler, tout ça, ça peut vraiment être dingue, et j'aime bien le moment, alors la montagne qui explose Qyburn, ça m'a un peu choqué, et en même temps, voilà, c'était vraiment, regarde ce que je peux faire, bim, Cersei qui passe à côté de Sandor, on se doute bien qu'il va la laisser passer, qui fait un gros focus sur la montagne, même la montagne qui n'écoute même pas Qyburn et Cersei, tu te dis, oulala, c'est vraiment qu'ils ont envie de se mettre sur la tronche, donc là, il y a une espèce de grosse tension, je me dis, ça va être dingue, et en fait,
Je sais pas, c'était parce que... En fait, je pense que c'est surtout parce que c'était dans l'escalier, et aussi parce que c'était entre-découpé, en fait. J'aurais voulu une bataille sans coupure. Néanmoins, j'ai bien aimé les transitions entre Arya et Sandor, voilà, entre à chaque fois quand elle se retrouve écrasée au sol, lui se retrouve écrasé. Ça, c'était plutôt cool, mais j'aurais préféré... Vraiment, on voit beaucoup les flammes en arrière-plan, les décors qui s'écroulent et pas dans l'escalier, et vraiment une bataille qui n'est pas découpée. Un combat peut-être plus costaud, je m'attendais, franchement, j'avais tellement imaginé Cleveland Ball que je m'attendais à quelque chose de plus épique. Il m'a manqué le côté, le côté impressionnant. Là, c'était ok, des frères qui se battent, mais il y en a un qui est plus puissant, ça se met sur la gueule, ça rigole quand même pas, mais je sais pas, j'imaginais ça un peu plus costaud comme combat. Alors, un truc que j'ai bien aimé par contre, c'est quand la montagne va aller mettre ses pouces là dans les yeux de Sandor. Ça me fait penser forcément à ce qui s'est passé pour Oberyn, hein. On se souvient qu'il avait fait comme ça, il lui avait éclaté le crâne, donc on se dit oula, j'espère qu'il va pas nous faire la même, mais peut-être très bien que Sandor va s'en sortir et qu'il va finir par tuer la montagne. Après, j'aime bien la fin, je veux dire, la fin du combat en elle-même, je la trouve assez chouette, c'est-à-dire qu'il le pousse comme ça et ils tombent tous les deux en plus dans le feu. C'est super ironique par rapport à la peur du feu du limier. Donc ça, pour le coup, j'ai trouvé ça l'idée assez sympa. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux, mais je me suis dit, mais en fait, c'est Frodon qui tombe avec Gollum, quoi. J'aime bien l'idée de fin, mais le combat en lui-même, donc même sur ça, j'ai pas été super emballée, c'est un peu dommage. Du côté de Jaime et Cersei, prouesse encore de Lena Headey, c'est le fait que j'arrive à avoir de l'empathie pour Cersei. Je veux dire, après toutes les monstruosités qu'elle a fait et tout ça, le seul vrai moment où j'ai de l'empathie pour elle, c'est maintenant. Enfin, je veux dire, elle veut pas mourir, ça reste... En fait, le fait qu'elle se retrouve confrontée à la mort, à la défaite et tout ça, ça la rend terriblement humaine. On se rend compte que c'est une personne comme les autres. Elle a des peurs, elle a des faiblesses, et à ce moment-là, on se dit, mais... Waouh, c'est vraiment la fin pour ce personnage en fait. On est vraiment à la fin d'un cycle, on est vraiment à la fin de quelque chose, on est vraiment à la fin de la série. Cersei, qui pleure, qui montre sa fragilité, qui montre à quel point elle ne peut rien faire en fait. C'est ça, c'est elle qui a toujours tout maîtrisé, la sentir désemparée, de ne rien pouvoir faire. Et finalement, Jaime, qui est souvent rabaissé pour dire qu'il était plus bête des Lannister, etc. et tout ça, c'est lui qui va être assez fort pour la réconforter et lui dire que finalement il n'y a que deux qui comptent. Ce qui m'a embêté par rapport à Brienne, voilà. Enfin, même sans parler de Brienne, voilà, je trouve qu'en termes de la fin du développement du personnage, là, elle a été, pour moi, elle a été très catastrophique. Enfin, voilà, dommage d'avoir gâché le fait qu'il adoube Brienne et tout ça, avec finalement une histoire qui a été de quelques nuits et machin, pour rien, pour arriver à ça. À la limite qu'il aime toujours Cersei tout ça, malgré tout ce qui se passe, je veux bien, mais pourquoi tous ces trucs là avec Brienne, pourquoi, voilà, beaucoup de choses qui ont été gâchées, je trouve, ça a été mal, son arc de rédemption, là, du coup, aurait pu être beaucoup mieux que ça, et après, voilà, scène finale, effectivement, ils se retrouvent tous les deux, tout s'écroule, ça fait un petit peu shakespearien, voilà, je veux dire, c'est voilà, l'amour dramatique et tout ça, à la limite, je peux concevoir, mais en même temps, pour un personnage comme Cersei, c'est quand même bien trop facile. Pour Jaime, d'accord, mais pour Cersei, ok, ils finissent par mourir en couple, etc. D'accord, machin, c'est tragique, etc. Mais je veux dire, on parle quand même du personnage de Cersei qui meurt enseveli, quoi. Enfin, je veux dire, c'est cette fin-là, pour un personnage de cette importance-là dans cette série, je l'ai un peu là. Je veux dire, ça passe difficilement. Même si visuellement c'est très chouette et tout, et dans l'idée, c'est pas si mal, mais pour un personnage de cette stature-là, j'ai beaucoup de mal. Sur le moment, je me suis dit, ils sont vraiment morts. Après, je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont vraiment morts? Parce que, quand même, Cersei, je veux dire, c'est bizarre. Et puis Jaime était blessé mortellement, donc je me suis dit, ils peuvent très bien être ensevelis un petit peu. Et puis lui, de toute façon, il meurt de ses blessures. Ce qui expliquerait le combat avec Euron, mais elle s'en sort. Du coup, lui, il meurt quand même, mais elle s'en sort. Et je sais pas, Daenerys, elle la torture, ou je sais pas, lui fait tout un tas de trucs. Je sais pas, j'aurais pu partir dans un tas de délires. Et puis finalement, l'actrice qui poste, en gros, que ça a été une super aventure, etc. Comme tous les acteurs quand ils arrivent à leur dernier épisode qui est diffusé, je me suis dit non, mais en fait non, on les reverra vraiment pas, donc elle est vraiment morte, c'est fini, elle est morte comme ça. Et nous voilà à la fin de l'épisode. Donc on a Jon qui va décider de battre en retraite. On a juste avant, voilà, il tue un Nordien comme je disais. Voilà, c'est vraiment le gros chaos. Et ce que j'aime bien, c'est le regard entre Jon et Davos. C'est les deux rares personnages, du moins dans la zone de Jon, qui vont vraiment se poser des questions sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est Jon et Davos. Jon qui regarde Davos en train de se dire, mais on a vraiment choisi le mauvais camp, on a vraiment fait n'importe quoi. Et Davos qui rend le regard, qui pense exactement la même chose, c'est le regard un peu de qu'est-ce qu'on a fait. Du coup, Jon va avoir le déclic de sauver les gens, de battre en retraite, c'est-à-dire non seulement on essaie de fuir et de sauver
les gens, mais en plus on montre qu'on n'est pas d'accord avec ce que fait Daenerys, c'est-à-dire qu'on va pas suivre, non seulement on suit pas ses ordres, mais en plus on sauve les gens. Enfin voilà, on est en complète contradiction avec ce qu'elle voulait, donc Jon a marqué clairement son désaccord avec Daenerys, qui de toute façon semblait élémentaire. Autre chose, donc on suit Arya dans ses plans séquences, etc. Autant du côté de Jon, on va avoir le côté chaos niveau militaire, autant Arya ça va être vraiment le côté humain, et ce qui va être encore plus tragique que ce qu'on voit visuellement, ça va être la détresse du peuple, le peuple qui se trouve démuni, qui déjà avait peur de cette personne qui avait l'air d'être une envahisseuse, qui arrive avec son gros dragon qui est effrayant. Enfin voilà, ils n'ont pas vu de dragon de leur vie, enfin c'est quand même une créature qui est impressionnante, qui est destructrice, et ils en sont bien conscients, ils ont très peur de ça, et en plus effectivement elle sème le chaos, donc on se retrouve avec des personnes qui ne savent pas quoi faire, parce que même si elles sont dans leur maison, elles sont pas protégées, peu importe où elles vont, elles ne sont pas protégées, donc elles ne peuvent pas fuir, elles ne peuvent pas rester dans leur maison, qu'est-ce qu'elles vont faire? Et donc on a des gens qui se sont perdus de vue parce qu'il y a la foule qui s'est précipitée, parce qu'il y a des décombres, il y a des choses qui se sont écroulées, enfin voilà, on voit les choses s'écrouler sur les gens et tout ça, enfin c'est quand même chaud quand même, les gens qui brûlent, les gens qui se font égorger, les gens qui se font écraser, voilà, la détresse des gens, et dans ces gens il y a des femmes et des enfants. Et ce qui va m'amener à quelque chose qui je trouve très intéressant, c'est le fait qu'en début d'épisode, on a donc le limier et Arya qui vont rentrer dans Port-Réal. Alors d'ailleurs c'est comme par hasard, ils rentrent dans le Donjon Rouge, ce sont les derniers à rentrer dans le Donjon Rouge, voilà, dans les derniers personnages, bien sûr évidemment. Et quand ils vont rentrer dans le Donjon Rouge, en fait ils vont juste avant pousser une femme et sa fille. Et cette femme et sa fille, cette femme c'est celle qui va aider Arya quand elle va se faire écraser un petit peu par la foule, elle va la sauver, etc. Et ensuite Arya va la retrouver en train de se cacher avec sa fille, et va vouloir l'aider à fuir. Effectivement la mère va mourir, puis la fille va vouloir l'aider, elle va mourir, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant, autant que ce soit le focus, enfin vraiment de s'intéresser à comment les personnages vivent ça de l'intérieur, de voir tout ça aussi de l'extérieur, mais aussi du haut de la tour de Cersei. Enfin on a vraiment la vision des différents personnages. On voit la vision de Tyrion, on voit la vision de Cersei, on voit la vision de Jon, on voit la vision d'Arya, on voit vraiment le chaos à travers les yeux de plusieurs personnages. Du coup j'ai bien aimé le fait qu'on nous ait fait le focus sur un habitant, enfin une habitante lambda pour le coup, et qu'on la suive justement à survivre à travers les rues et tout ça, et qui ait cette connexion avec Arya, qui justement aura commencé à créer un lien avec une personne, puisqu'elle l'a sauvée, elle lui est forcément redevable, elle va tout faire pour la sauver, mais va pas y arriver parce que le chaos est tel qu'elle, même elle, ne peut rien faire. Et donc on arrive à la fin, qui est que Arya est dans cette zone du moins la seule survivante. Alors on se dit mais comment elle a fait, enfin forcément son agilité, et il y a cette scène qui est juste magnifique avec le cheval. Alors je me suis dit sur le moment j'arrivais pas à comprendre un peu la symbolique de la scène, en même temps le cheval blanc ça peut symboliser beaucoup de choses à travers différentes cultures, religions, mythologies, etc. Et notamment celui que j'ai envie de retenir, c'est celui de la pureté. Ce cheval blanc c'est un peu ce qui reste de bien parmi le chaos, c'est-à-dire cette lueur d'espoir dans le chaos, c'est ce côté bon en fait, c'est ça, c'est le bon qui repousse le mal. Et pour moi ça veut dire que parmi tout ce chaos, Arya c'est celle qui peut changer les choses, qui est la lueur d'espoir de Westeros, et notamment pour peut-être vaincre Daenerys. Effectivement je me suis trompée, Daenerys a effectivement les yeux verts, Arya pourrait fermer les yeux verts de Daenerys. Est-ce que ça annonce ça? Je trouverais peut-être un peu too much, parce qu'elle s'est déjà occupée du roi de la nuit, ça fait peut-être un peu doublon pour le coup. D'ailleurs la musique de fin est très différente, un peu plus je sais pas, dans l'espoir, quelque chose comme ça, alors qu'on a vraiment les thèmes de Daenerys et de Cersei qui sont vraiment en version sombre, vraiment, voilà, on est vraiment sur le chaos, le mal, tout se passe très mal, et cette musique de fin qui amène un petit peu d'espoir, peut-être par le biais d'Arya, sait-on jamais. En tout cas il y a quand même un gros focus sur elle en fin d'épisode, sait-on jamais. En tout cas visuellement c'était vraiment dingue. Il y a même des plans là, on aurait dit, je sais pas, un peu l'Italie de la Renaissance, et notamment celui avec le cheval est juste magnifique. Mais voilà, visuellement c'était incroyable, en termes de réalisation c'était incroyable, mais voilà, comme je disais, niveau scénario et développement de personnages, voilà, c'est un bémol. Je pense que c'est en fait c'est tout un tas de choses qui sont accumulées cette saison qui font qu'on en arrive là à une certaine frustration. C'est pas la faute de juste cet épisode, c'est la faute du manque d'épisodes d'avant justement, qui amène à cette situation là où on peut être frustré pour le coup. Et bien c'est mon cas. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!